On ne peut pas parler de data science sans parler de visualisation des données. La visualisation des données est l'une des compétences fondamentales que tout data scientist ou data analyst doit avoir. C'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de visualisation de données et plus précisément de l'utilisation de la célèbre librairie Matplotlib pour construire des graphiques qui nous permettront de communiquer les résultats de nos analyses. Si tu as regardé la dernière vidéo publiée sur cette chaîne YouTube, tu dois savoir que le pré-traitement des données est fondamental en data science. C'est ce qui vient avant la phase de modélisation. Et c'est une phase très importante parce que justement, les data scientists passent plus de 80% de leur temps à nettoyer les données. Et la visualisation fait partie de ce processus-là aussi. Donc, je t'invite à bien t'asseoir et bien suivre cette vidéo. Je t'invite aussi à pratiquer au fur et à mesure du déroulement de cette vidéo, c'est-à-dire à créer ton notebook et écrire le code en même temps que moi. Alors, qu'est-ce que la visualisation? La visualisation des données permet d'explorer ces données et de fournir des informations. La visualisation, c'est ce qui va vous permettre de passer des données brutes à des informations qui pourront être utiles à votre entreprise. De bonnes visualisations vous aideront à communiquer efficacement les résultats de vos analyses de données à d'autres personnes qui ne sont pas forcément du domaine technique. Matplotlib est la bibliothèque de Python incontournable pour créer des visualisations de données. Avec cette librairie, vous pouvez non seulement créer différents types de graphiques, comme nous allons le voir au cours de ce tutoriel, mais vous avez également la possibilité d'adapter ces graphiques à vos besoins, c'est-à-dire que vous pouvez les personnaliser à votre guise. Et cela est vraiment très important, de pouvoir personnaliser les graphiques qu'on crée. La librairie Matplotlib n'est pas la seule en visualisation des données, mais avec Python. Mais sachez que toutes les autres librairies pratiquement sont construites à partir de Matplotlib. Donc, le fait de bien maîtriser Matplotlib, c'est une compétence nécessaire parce que vous êtes sûr à 100% que vous allez rencontrer Matplotlib au cours de vos différents projets et missions en data science. Je tiens à souligner que ce tutoriel n'est pas un cours exhaustif sur Matplotlib parce que pour parcourir toutes les fonctionnalités de Matplotlib, il faut évidemment toute une formation. Vous apprendrez quand même une collection de concepts et de fonctionnalités qui vous seront utiles pour le pré-traitement et l'analyse des données. De manière spécifique à travers ce tutoriel, tu apprendras à tracer différents types de graphiques tels que les nuages de points, les histogrammes, les boîtes à moustaches, etc. Tu apprendras à personnaliser ces graphiques, à tracer des subplots, nous allons voir ce que c'est qu'un subplot, et à redimensionner et enregistrer les graphiques que tu as construits. Donc, je vais vous présenter le plan de ce tutoriel. D'abord, nous allons commencer par faire des tracés linéaires, ce qu'on appelle les line plots en anglais. Nous allons apprendre à tracer un nuage de points, ce qu'on appelle scatter plot. Nous apprendrons à tracer les boîtes à moustaches dans les boss plots. Nous apprendrons à tracer les diagrammes à barres, les diagrammes circulaires, les histogrammes et nous finirons par voir comment tracer des subplots et comment sauvegarder un graphique. Donc voici le menu de ce tutoriel. J'espère que vous allez apprécier ce tutoriel parce que j'ai pris du plaisir à le concevoir pour vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne YouTube, je vous invite à le faire parce que ici, je vous parle de techniques en data science et en machine learning avec des langages comme Python et R. Sans plus tarder, commençons par créer notre premier graphique. Il s'agit d'un tracé linéaire. Ici, je vais vous dire que les tracés linéaires sont souvent appliqués aux données de série temporelle. Donc, c'est pour évaluer une tendance. D'accord? C'est pour visualiser une tendance. Donc, je vais supposer que j'ai deux observations sur l'année et la population. Et je veux tracer l'évolution de la population au fil du temps. Donc, je vais créer ma variable année. Je tiens à rappeler que je travaille sur Google Colab. Vous pouvez utiliser Jupyter Notebook ou tout autre éditeur de code Python que vous voulez. Donc, je suppose que j'ai les années suivantes, 1950, 1970, 1990, 2010. Et en ce qui concerne la population, j'ai une autre liste
pour la population, donc ici, j'ai une population de 2 600 000. Après, 3 700 000, 5 300 000 et 7 millions d'habitants. Et je vais tracer l'évolution de la population. Pour ce faire, déjà, je commence par importer Matplotlib. Donc, c'est ce qu'il faut commencer par faire ici d'abord. Et nous allons importer l'interface pyplot parce que cette interface contient toutes les fonctionnalités que nous allons utiliser. Donc, j'importe ma librairie et je vais utiliser la fonction plot donc pour tracer l'évolution de la population. En abscisse, je mets l'année, donc la variable temporelle, et en ordonnée, je mets ma variable dont je veux visualiser la tendance. Une fois que j'ai fait ça, je peux customiser en ajoutant les as. D'accord? Donc, si j'exécute d'abord, vous allez voir. Donc là, vous avez le tracé, mais ce tracé ne nous parle pas du tout. Donc, il faut quand même ajouter les titres des as. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Vous mettez PLT ins label. En abscisse, je sais que j'ai l'année. Et PLT y label population. La population ici qui est bien sûr en millions. Donc, vous voyez, Matplotlib a automatiquement mis 1 puissance 6 ici. C'est pour dire c'est en millions. Donc, je vais mettre population en millions. Bien, tout simplement millions. Et je vais quand même ajouter aussi un titre avec PLT title évolution de la population. Et je finis par mettre plt.show pour afficher mon graphique. Donc, je viens de tracer un graphique linéaire montrant l'évolution d'une population. Donc, retenez tout simplement que vous utilisez la fonction plot. La première variable à mettre est la variable en abscisse et la deuxième, la variable en ordonnée. Tout simplement. Vous pouvez encore personnaliser ce graphique. Vous pouvez par exemple changer le type de marqueur ainsi que la couleur. Pour ce faire, c'est très simple. Je vais juste copier ce code. Je le mets dans cette cellule. Et pour personnaliser, je vais à l'intérieur de la fonction plot ajouter le type de courbe, donc le line style. Ici, je vais mettre tiret. Je vais changer le type de marqueur. Il y a différents types de marqueurs. Vous pouvez regarder la documentation. Et la couleur, je vais mettre red. Donc, je le mets en rouge. J'exécute, vous allez voir. Et voilà. Donc, vous avez changé le type de marqueur. Vous avez changé la couleur. Et vous avez même changé le style, le style de la courbe. D'accord? Donc, vous avez plusieurs possibilités pour personnaliser, en fait, customiser vos graphiques avec Matplotlib. Et tout ceci se trouve évidemment dans la documentation de Matplotlib. Vous allez sur matplotlib.org. Ils ont vraiment une documentation très riche. Peut-être que vous connaissez déjà Matplotlib, mais sachez que vous allez quand même apprendre beaucoup de nouvelles choses au cours de cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre beaucoup de nouvelles choses, des choses que vous ne connaissez peut-être pas. Et cette vidéo est vraiment utile si par exemple vous êtes étudiant, que vous voulez écrire votre mémoire, vous avez besoin de tracer des graphiques, vous êtes débutant en Python. Cette vidéo, elle est très utile pour vous parce que vous allez pouvoir créer facilement les principaux types de graphiques dont j'ai présenté dans le menu. On continue ce tutoriel. Nous allons maintenant tracer l'évolution du prix des actions d'une société en bourse. Nous allons voir un exemple beaucoup plus concret que l'exemple précédent. Donc, je vais importer Pandas et je vais importer mon fichier de données. Ici, j'ai un fichier CSV que j'ai importé dans mon environnement Google Colab. Je vous laisserai de toute façon le lien de tous les fichiers de données que je vais utiliser dans ce tutoriel. Vous allez pouvoir les télécharger et le mettre dans votre répertoire de travail. D'accord? Par exemple, si vous travaillez sur dans Jupyter Notebook, vous allez pouvoir l'importer dans votre répertoire principal de travail et les utiliser. Donc ici, j'ai mon fichier de données Apple CSV. Donc je vais utiliser la fonction with CSV pour l'importer.
Donc ici, j'ai ma data frame et je veux tracer l'évolution du prix de clôture de Apple. OK? D'abord, pour ce faire, je dois me rassurer que ma variable date est sous format datetime. Donc, regardez ici, la variable date, elle est sous format object. Donc, je vais la transformer en un objet datetime. D'accord? J'utilise la fonction toDateTime tout simplement. Et je peux vérifier que la modification a été faite. Maintenant, j'ai un objet datetime. D'accord? Je vais maintenant tracer mon graphique. Donc, je fais pt.plot. En abscisse, j'ai la variable date. En ordonnée, j'ai la variable close, donc je veux tracer le prix de clôture. Et de façon optionnelle, je peux mettre le titre des as. Donc ici, l'as des ordonnées plutôt, c'est le prix de clôture. Attention, clôture. Et le titre, je peux mettre un titre. Évolution du prix de clôture de Apple. Donc de la société Apple. J'affiche mon graphique. J'exécute le code. Voilà. Donc ici, vous avez une jolie courbe qui montre l'évolution du prix de clôture de Apple entre, je ne sais plus la date, 2019 quand même, septembre 2019 et septembre 2020. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui peut vous être très utile. C'est agrandir votre graphique. Ici, si vous voulez agrandir votre graphique, vous utilisez tout simplement la fonction figure. Donc, au-dessus du code de votre graphique, vous mettez PLT figure, fig size égale. Ce qui vient, c'est la largeur. Ce qui vient pour le moment, c'est un tuple, d'accord, qui accueille largeur et hauteur. Donc, puisque moi, c'est une courbe, je veux l'étendre. Donc, je vais mettre par exemple 12 et en hauteur, je vais mettre 6. Je réexécute. Et voilà, le graphique maintenant est beaucoup plus visible et c'est agréable à voir. Si vous tracez deux séries dans un même graphique, il sera nécessaire de mettre une légende. D'accord? Supposons que je veux tracer le prix, dans le même graphique, je veux tracer le prix le plus bas atteint au cours de la journée, donc le low price, et le prix le plus haut atteint dans la journée, dans le high price. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais juste copier ce code-là. Donc, Apple, la première courbe, Apple Date, et donc le low price. La deuxième courbe, le high price. Donc là, je tracais deux courbes, d'accord? En ordonnée, si je laisse prix de clôture, ce n'est plus valable. Donc, je laisse simplement sur prix, d'accord? Et je n'ai même plus besoin de mettre un titre. Mais attention, il faut que j'ajoute une légende, d'accord? Donc ici, je vais mettre, parce que regardez, si j'exécute, ce que ça va donner. Voilà. Là, j'exécute, on ne sait pas ce qui est en orange, ce qui est en bleu. Donc, il faut que j'ajoute une légende. Donc, dans la première, je vais mettre un label égal. Je vais mettre, et ça, c'est le bas prix. Et, bon, je n'ai pas besoin de mettre prix. Donc, bas. Je mets tout simplement bas. Et label, ici, haut. Donc, et pour afficher la légende, j'écris PT légende, tout simplement. Donc là, mon graphique, il est beaucoup plus compréhensible. Maintenant, j'ai le prix le plus bas atteint au cours de la journée et le prix le plus haut atteint au cours de la journée. D'accord? Donc voilà, si vous tracez deux graphiques, dans deux courbes dans le même graphique, il faut forcément ajouter une légende pour que en tout cas votre auditoire puisse comprendre ce que vous affichez. Passons maintenant au nuage de points. Le nuage de points est souvent utilisé pour examiner la relation entre deux variables numériques.
Par exemple, je veux savoir comment varie le prix de clôture de l'action d'Apple en fonction du volume d'actions négociées. Donc, je vais utiliser un nuage de points qui va me tracer le prix de clôture en fonction du volume d'actions négociées. Donc, je fais PLT scatter. En abscisse, j'ai donc le volume. En ordonnée, j'ai le prix de clôture. D'accord? Je peux ajouter le titre des As. En abscisse, j'ai le volume négocié. Et en ordonnée, prix de clôture. D'accord? Et PLT show, attention. D'accord? J'exécute. Voilà. Là, j'ai mon scatter plot, j'ai mon nuage de points. Je peux encore agrandir, comme je l'ai fait précédemment. Voilà. Maintenant, on va tracer aussi d'autres nuages de points. Cette fois-ci, on va utiliser un autre jeu de données. C'est le fichier Gapminder. Donc, j'ai importé mon fichier dans mon environnement de travail. Pour ce faire, vous venez ici, vous cliquez là, vous faites importer tout simplement. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler dans Google Colab, vous savez comment faire. Sinon, pour les autres, si vous n'êtes pas habitué à Google Colab, vous pouvez utiliser Jupyter Notebook. Donc, j'importe mon fichier toujours avec la fonction readcsv de pandas. Puisqu'il s'agit d'un fichier test, d'accord, au même titre que les formats CSV. Donc, je peux afficher les premières lignes. Là, le fichier, en fait, nous renseigne sur beaucoup d'informations, en tout cas de variables telles que le pays, l'année, la population, le continent, d'accord, l'espérance de vie et le produit intérieur brut, GDP cap. Je veux tracer un nuage de points montrant l'espérance de vie en fonction du PIB. L'espérance de vie en fonction du PIB. Donc, comme précédemment, ça, vous pouvez le faire. Je vous invite à le faire comme exercice. Donc, mettez pause à la vidéo, réfléchissez, écrivez le code. De toute façon, c'est le même code que précédemment. On a déjà tracé un nuage de points. Tracer le nuage de points montrant l'espérance de vie en fonction du PIB, ça se fait facilement. Donc là, j'ai mon code, j'exécute. Voilà. Et ce que je constate, c'est quoi? Je constate que la relation ici n'est pas linéaire. Elle fait comme une courbe. Voilà. D'accord? Une sorte de courbe exponentielle, je vais dire. Donc, avec Matplotlib, vous avez la possibilité de faire une transformation logarithmique d'un as. D'accord? Lorsque vous avez ce genre de cas, vous pouvez penser à une transformation logarithmique d'un as afin de rendre la relation beaucoup plus linéaire. Donc, je peux faire la transformation logarithmique, par exemple, de l'as is, l'as des abscisses, donc l'as qui donne le PIB, afin que j'ai de petites valeurs. Et je vais voir si ça va me permettre d'avoir une relation beaucoup plus linéaire. Donc, je vous montre avec le code. Donc, là, jusque-là, j'ai la même chose, PLT scatter. Ici, ce que j'ai rajouté, c'est cette fonction-là. Regardez, ins_scal et entre parenthèses, log. C'est pour dire transformation logarithmique. D'accord? Donc, en abscisse, maintenant, j'ai le log du PIB. Et en ordonnée, je n'ai rien changé. D'accord? Vous voyez, je n'ai rien changé. Et je mets le titre. PLT grid, c'est pour faire une sorte de grille. D'accord? Vous allez le voir quand je vais exécuter. Voilà, là j'ai une sorte de grille. Et vous voyez que après avoir fait la transformation logarithmique de l'as des abscisses, j'ai maintenant une relation beaucoup plus linéaire. D'accord? Et ça peut être intéressant lorsque vous êtes en train de faire votre analyse exploratoire des données. Vous pouvez trouver que ce serait bien de faire une transformation logarithmique pour avoir une relation beaucoup plus linéaire. Ici, on vous demande de tracer un nuage de points montrant l'espérance de vie en fonction du PIB dans le continent africain.
l'espérance de vie en fonction du PIB dans le continent africain. Ici, on avait tracé quoi? L'espérance de vie en fonction du PIB pour toute la data frame. D'accord? Pour répondre à l'exercice, il suffira de faire une sorte de filtration. D'accord? Donc, on va juste filtrer les données. Donc, je vais copier le même code ici. Mais ma data frame va changer. Cette fois-ci, je veux avoir les données uniquement sur l'Afrique. Donc, je vais créer une data frame que je vais appeler AFR qui serait égal à gap. Et je vais filtrer selon la variable continent pour dire, prends-moi uniquement. Donc, tout d'abord, je vous montre les valeurs uniques de la variable continent. Donc, les modalités de cette variable-là. Vous avez Asie, Europe, Afrique, Amérique, Océanie. Donc, moi, je veux seulement l'Afrique. Donc, je vais filtrer ma data frame pour prendre uniquement les observations concernant l'Afrique. Et ce qui me reste à faire, c'est de changer gap par ma data frame. D'accord? Et j'exécute. Et j'ai l'espérance de vie et le PIB en fonction de l'espérance de vie pour uniquement les pays africains. Donc voici, chers amis, ce que je peux vous montrer sur le nuage de points. Il y a encore beaucoup de choses à explorer, mais vraiment, voici l'essentiel qui peut déjà vous permettre de construire des nuages de points pour votre analyse exploratoire des données pour vos différents projets. Passons maintenant à un autre type de graphique très rencontré aussi en data science, c'est les boîtes à moustaches. Les boîtes à moustaches, alors qu'est-ce que c'est? Les boîtes à moustaches vous permettent en fait d'analyser la distribution d'une variable. Au même titre qu'un histogramme, elle vous permet d'analyser la distribution d'une variable numérique, mais elle vous donne d'autres types d'informations comme les outliers, etc. Le premier quartile, la médiane, le troisième quartile, etc. Donc ici, je vais tracer un boss plot tout simple. Je vais tracer la boîte à moustache de la variable espérance de vie. Donc, j'applique la fonction boss plot, d'accord? Gap left SP. OK. Et je fais pt show. Et par défaut, il va me tracer ça sous l'orientation verticale. Si je veux la même chose en orientation horizontale, j'ajoute tout simplement à l'intérieur de la fonction bossplot, j'ajoute l'argument vert égale false. Et là, j'aurai l'orientation horizontale. D'accord? Maintenant, ça, c'est pour tracer une variable, une seule variable. Supposons maintenant que vous voulez tracer dans un même graphique la boîte à moustache du PIB par continent. D'accord? Du PIB par continent. Donc, vous aurez dans un même graphique une boîte à moustache pour chaque continent. OK? Il est facile de faire cet exercice-là en utilisant la librairie Seaborn. Seaborn, c'est une autre librairie de Python qui facilite la création de visualisation informative et très attrayante. Seaborn, en fait, a été développée dans le but de simplifier particulièrement la construction de graphiques statistiques. Elle se comporte en fait comme un outil low-code de Matplotlib pour simplifier la construction de graphiques. Donc, pour cet exercice, je vais utiliser Seaborn. Donc, je commence par importer cette librairie-là. Et je vais construire maintenant une boîte à moustache du PIB de chaque continent. Donc, j'utilise SNS bossplot. Donc, cette fois-ci, je travaille avec la fonction bossplot de Seaborn et non de Matplotlib. En abscisse, je mets tout simplement ma variable continent. En ordonnée, je mets ma variable produit intérieur brut, donc GTP-cap, et je n'oublie pas l'argument data pour donner le nom de la data frame. Et une fois que j'ai fait ça, tout le reste, je peux utiliser encore du Matplotlib. Donc, en abscisse, j'ai le continent. Donc, pour mettre le titre des as. PB par continent. Non, attention. Et ici, c'est plutôt PIB tout simplement.
et je finis, j'affiche mon graphique avec PLT Show. Voilà, je peux, là, vous voyez, vous avez le PIB par continent. Je peux agrandir. Fix size égale. Là, vous venez de tracer une variable quantitative en fonction de différentes catégories. Donc ici, les catégories, ce sont les continents. Si vous travaillez en statistique et que vous aimeriez créer rapidement de jolis graphiques avec peu de lignes de code, je vous conseille d'utiliser Seaborn plutôt que Matplotlib. Parce qu'en peu de lignes de code, vous allez pouvoir créer vos graphiques statistiques. Et pour en apprendre davantage sur Seaborn, je vous conseille mon livre Statistiques et simulation avec Python dans lequel vous avez des cours et exercices corrigés. Ce livre est disponible sur Amazon en version papier et il est disponible aussi en version PDF. Donc vous pouvez acheter directement la version PDF et l'avoir directement dans votre ordinateur. J'ai rendu disponible la version PDF parce que il y a dans certains pays où Amazon ne fonctionne pas. D'accord? Il y a surtout des pays africains où Amazon ne fonctionne pas. Et ça, beaucoup de personnes m'ont demandé si je pouvais le rendre disponible en PDF. C'est pour ça que je l'ai rendu disponible en PDF. Donc, je vous mettrai les liens dans la description. Vous choisissez la version que vous voulez. Si vous êtes dans un pays où Amazon fait des livraisons, alors vous pouvez acheter la version papier, d'accord? Donc vous venez sur Amazon, vous tapez mon nom dans la barre de recherche, vous allez tomber sur tous mes livres. Là, vous avez statistiques, simulation avec Python, cours exercices corrigés. Vous pouvez même feuilleter le livre, donc en cliquant ici, et vous, si vous êtes convaincu, vous achetez, d'accord? C'est broché, ça veut dire format papier, et vous serez livré chez vous. Il fait 288 pages, d'accord? Donc, sinon, si vous êtes dans un pays où Amazon ne livre pas, ou bien même si vous préférez la version numérique en PDF, donc je vous laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Vous cliquez et vous achetez le livre directement. Passons maintenant au diagramme à barre. Les diagrammes à barre vont nous permettre de visualiser les graphiques, les variables catégorielles. Donc, supposons que je veux visualiser des variables catégorielles. Donc, par exemple, j'ai une première variable, j'ai une deuxième variable. J'utilise la fonction bar, d'accord, pour visualiser ces variables-là, d'accord. Donc, je mets mes catégories et leur taille. Je peux, pour un exemple beaucoup plus concret, supposons que je veux visualiser le PIB moyen par continent. Le PIB moyen par continent. Donc, je vais d'abord créer la data frame. Donc, PIB moyen qui sera égal à ma data frame. Donc, je vais grouper par le continent et calculer la moyenne de produit intérieur brut. Donc, j'affiche. Là, moi, je veux la transformer en data science. Et je dis en data science, en data frame plutôt. Donc, je fais tout simplement PIB. Et si j'affiche maintenant, vous allez voir que ça a été transformé en une data frame. Ce sera beaucoup mieux exploitable. D'accord? Donc, maintenant, je peux construire mon diagramme à barre, tout simplement. Donc, pour que ce soit rapide, je mets le code là. Donc, PRT bar, en abscisse, j'ai les index de lignes qui sont les continents, d'accord? Et je veux tracer, visualiser plutôt le produit intérieur brut moyen, d'accord? GTP cap ici, c'est la moyenne du produit intérieur brut par continent. Et un label, la couleur si je veux, le titre de l'axe des axes, le titre de l'axe des ordonnées, le titre du graphique, je rajoute la légende et j'exécute. Voilà. D'accord? Là, j'ai le produit intérieur brut par continent. Ici, je ne veux pas faire de commentaires parce que ce n'est pas l'objectif. Et sachez que ces données sont vraiment des données anciennes. D'accord? Mais bon, tout compte fait, regardez où se situe l'Afrique. Bon, sans commentaire. Maintenant, le diagramme circulaire.
On va voir le diagramme circulaire, ce que beaucoup de personnes appellent diagramme en camembert, parce que c'est une forme de camembert. Pour tracer aussi un diagramme circulaire, c'est tout simple. Supposons que j'ai trois catégories que je vais nommer S1, S2 et S3. D'accord? J'ai trois catégories. J'ai une sorte, les tailles qu'elles occupent. Donc, supposons, attention, 56, 66, 24. Et je veux tracer ça. Je veux tracer un diagramme circulaire qui rend compte de ces trois catégories. Donc, j'utilise tout simplement la fonction PIE, donc P-I-E. Je mets ma variable session, d'accord? Le label ici, ce sont mes catégories. Et je peux rajouter des couleurs. Donc, couleur égale une liste de couleurs différentes. Vous pouvez trouver les couleurs, le nom des couleurs que vous voulez dans la documentation. Donc, ici, j'ai trois couleurs différentes. Je peux ajouter un titre si je veux. Exemple de graphique circulaire. Et après, pièce chaud. Voilà. Donc, j'ai mon graphique circulaire. Je vous conseille d'utiliser le graphique circulaire si vous n'avez pas beaucoup de catégories. Vraiment. D'accord? Si vous n'avez pas beaucoup de catégories. Parce que si vous avez trop de catégories, ça va être moins lisible. Quand vous avez beaucoup de catégories, pensez à utiliser peut-être les diagrammes à barres. On peut customiser ce graphique. D'accord? On peut le customiser. Et je vais vous montrer une façon de le customiser, de le rendre un peu plus joli et d'afficher justement les pourcentages qu'occupe chaque catégorie dans le cercle. Donc, couleur ici, ça. Donc, vous voyez, on l'a customisé, voilà ce que ça a donné comme résultat. Donc, ça peut être intéressant de présenter ça, ce genre de choses dans un article scientifique, par exemple, pour vraiment permettre aux gens directement de dégager les tendances. Maintenant, rappelez-vous de notre data frame PIB moyen. Nous allons construire le PIB moyen pour chaque continent maintenant dans un diagramme circulaire. Donc, ça se fait très simplement. J'utilise toujours ma fonction PI, PIB moyen, GTP cap. Le label, c'est quoi? Le label, ce sont les indices. Les indices qui représentent les continents. Donc, index de ligne. Je peux ajouter un titre. PIB moyen par continent. J'exécute. Et là, j'ai le PIB moyen par continent. Donc, les mêmes informations que j'avais dans le diagramme à barre, je peux les retrouver ici facilement. Passons maintenant à l'histogramme. L'histogramme, c'est un graphique qui est très utilisé dans l'analyse de données. Donc, il vous permet d'analyser la distribution d'une variable numérique. Et pour construire un histogramme, c'est très simple. Vous utilisez tout simplement la fonction hist. Donc, supposons que je veux construire l'histogramme du prix de clôture de Apple. D'accord? Je fais tout simplement PRT hist Apple. Je prends ma variable. D'accord? Tout simplement. OK? PRT show. Je peux mettre un titre aussi. PRT title histogramme du prix de clôture de Apple. J'exécute. Et là, j'ai mon histogramme. Donc, j'ai la distribution du prix de clôture de Apple. Donc, ici, bien entendu, dans une période donnée, bien précise. Je vois que la distribution, elle est asymétrique. Je peux changer le nombre de bins, ce qu'on appelle les bacs, d'accord, pour voir si ça modifie la forme de mon histogramme. Donc, ici, je vais par exemple mettre bins égale, attention, égale 20, par exemple. Voir ce que ça va donner. Voilà, d'accord.
pouvez varier ça. On vous demande avec une boucle for construire les histogrammes des variables population, life et FSP, donc population, espérance de vie et produit intérieur brut avec une boucle for. Donc pour ce faire, donc je fais for i in, je mets mes variables. Donc, je mets mes variables population, espérance de vie et produit intérieur brut. Donc, pour chaque variable, je vais construire un histogramme. D'accord? Donc, pt is et attention. Le titre, ça va être le nom de la variable. Et je fais show. Donc, en une seule boucle, je viens de construire 3 histogrammes. Donc, voilà ce genre de choses que vous pouvez faire. On va passer maintenant à la construction des subplots et voir comment on peut enregistrer un graphique. Alors, subplot, c'est quoi? C'est tout simplement deux graphiques que vous allez construire, mais que vous allez les coller ensemble. Vous allez les mettre ensemble. Ça vous permet de les mettre ensemble. Supposons que je veux construire l'histogramme de Apple et la boîte à message de Apple directement en dessous de l'histogramme. D'accord? Et ça, je peux le faire très simplement, très facilement même. Donc, je vais utiliser la fonction subplot. Subplot. Alors, la première valeur, il y a 3 valeurs que prend cette fonction-là. La première valeur dit le nombre de lignes. Le nombre de lignes de mon graphique, c'est 2 lignes. Parce que j'aurai un graphique en haut dans l'histogramme et la boîte à moustache en bas. Ça fait 2 lignes. Donc, je mets 2. La deuxième valeur me renseigne sur le nombre de colonnes. C'est une seule colonne parce que c'est une seule rangée. Donc, 1. Et la dernière valeur, c'est l'indice dans le premier graphique. Dans le premier graphique, donc je mets tout simplement 1. Dans ce premier graphique, j'ai dit que je veux tracer l'histogramme de Apple, le prix de clôture de Apple. Donc, je mets l'histogramme, je mets un titre des ordonnées, donc prix de clôture, prix de clôture. Et ici, je dis histogramme. D'accord? Maintenant, je passe au second graphique qui sera la boîte à moustache. Donc, toujours 2 lignes, une colonne. Et cette fois-ci, c'est le deuxième graphique. OK? Donc, pt boss plot ici. Je vais le tracer en horizontal, bien sûr. Apple.close. D'accord? Et je vais utiliser la fonction maintenant. Suivez très bien ytix. C'est elle qui va me permettre d'avoir de pouvoir mettre les choses ensemble. D'accord? Je veux afficher aussi, en fait, cette fonction-là va me permettre d'afficher aussi un titre pour l'as des ordonnées du deuxième graphique. D'accord? Au lieu qu'ils prennent seulement le titre du premier. Donc, histogramme. Ici, j'ai utilisé ylabel tout simplement pour le premier graphique, mais pour le deuxième graphique, je vais utiliser ytix. OK? Donc, 1, le 1 qui est ici là, c'est parce que dans Python, on commence à compter à partir de 0. Ici, je vais écrire boîte à moustache. Bien toujours prix de clôture. D'accord? Je mets toujours prix de clôture. Et pour le titre, je mettrai boîte à moustache. Boîte à moustache. Et pour finir, ce que je dois mettre, c'est cette fonction-là. D'accord? Et je vais vous montrer en même temps comment sauvegarder. Pour sauvegarder un graphique, c'est très simple. Vous utilisez la fonction savefig, tout simplement. Savefig, le premier argument, c'est le nom
D'accord? Donc le nom, je vais mettre Apple Close Price. N'oubliez pas l'extension. En PNG. Et la résolution, moi je mets d'habitude 900. D'accord? Pour avoir quand même une bonne résolution. Dans DPI, c'est la résolution. Donc, si j'exécute, il va m'afficher le graphique et le sauvegarder automatiquement. Remarquez que je n'ai pas eu besoin de mettre PLT Show. Quand je mets PLT Fig, il m'affiche automatiquement. En plus, il fait la sauvegarde. Donc, voilà comment vous pouvez tracer un subplot. Et on va voir le résultat. Donc là, j'ai un seul graphique en fait. Mais c'est comme deux graphiques qui sont collés en fait. Donc j'ai mon histogramme et juste en dessous, j'ai une boîte à moustache. OK? Et ça sauvegardé. Regardez si j'ouvre mon environnement de travail, vous allez voir que j'ai l'image Apple Close Price en PNG qui est là. Je peux le télécharger si je veux. D'accord? Voilà comment vous pouvez construire un boss plot. Maintenant, on va finir ce petit tutoriel. En tout cas, peut-être que vous le trouvez long, mais quand même, c'est une initiation. C'est un cours d'initiation à Matplotlib. On va le finir avec un petit exercice. En fait, pour vous montrer comment vous pouvez vous aider, d'accord? Donc, comment vous pouvez utiliser la visualisation des données pour savoir quel type de traitement il faut faire au niveau d'un jeu de données afin de le nettoyer. Par exemple, si je prends l'exemple de Apple ici, regardez, la boîte à moustache me montre que j'ai des valeurs extrêmes. D'accord? J'ai des valeurs extrêmes. Peut-être je peux décider de faire un traitement au cas où je veux par exemple construire un modèle. Mais on va le faire ici. On va utiliser un autre jeu de données qui est très simple aussi. Je vais le récupérer dans UCI Machine Learning Repository. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce site, c'est un répertoire de jeux de données qui vous permet de vous exercer, d'accord, dans différentes tâches de machine learning. Donc, vous pouvez trouver toutes sortes de données ici, des données qui peuvent pour faire des tâches de classification, des tâches de régression, pour construire des modèles de série temporelle. Donc, vous n'avez plus aucune raison de dire que vous n'avez pas de données pour vous exercer. Allez sur UCI Machine Learning Repository, c'est une grande base de données. Je vais dans Data Folder et je vais copier le lien des données. Donc, ça se retrouve dans Adult Data. Je copie le lien. Je reviens dans mon notebook. Je vais importer les données en utilisant mon lien que je vais coller là. Alors, ça n'a pas d'entête, donc je vais mettre null et je vais utiliser cette liste-là. Cette liste-là représente les noms des variables que j'ai tout simplement trouvé ici. Adult names. Donc, vous ouvrez ça par exemple en bloc notes et vous allez trouver le nom des variables. D'accord? Bien. Même ici, vous trouvez le nom de variable. Si vous allez dans la page d'accueil de ce jeu de données, vous avez le nom des variables. Donc, je mets names égale nom variable. Je peux afficher la data frame. OK. Maintenant, l'objectif en fait est de tracer dans un même graphique les histogrammes et les boîtes à moustaches. Comme on l'a fait pour Apple ici. L'histogramme est en haut, la boîte à moustache en bas. Mais ici, on va le faire pour toutes les variables numériques de ce jeu de données en même temps. D'accord? Donc, si je prends par exemple la variable éducation num, elle sera en haut et sa boîte à moustache sera en bas. Si je prends cette variable FNL d'où VGT, elle sera en haut, sa boîte à moustache sera en bas. Si je prends quelle autre variable, par exemple, capital gain, l'histogramme sera en haut et la boîte à moustache en bas, etc. Toutes les variables numériques. Je veux le faire en une seule fois avec une boucle for. Donc, je vais vous montrer comment le faire tout simplement. Donc, je vous copie le code comme ça. Ici, je prends le soin de créer mes colonnes numériques. Pour trouver mes colonnes numériques, c'est très simple. Je vais dire calls num df. J'utilise la fonction select dtype de pandas, d'accord? Je vais dire prends-moi tout sauf les variables au format object. Donc, s'il me prend tout sauf les variables au format objet, je suis sûr d'avoir les variables numériques. Donc, point, colonne, je peux même les transformer en une liste.
Donc, je vais afficher, vous allez voir que j'ai uniquement les variables numériques. D'accord? J'ai uniquement les variables numériques. Si je fais df dtype par exemple, vous allez voir que tout ce qui n'est pas objet se retrouve dans cette liste-là. Et maintenant, je vais appliquer ce code-là. Ce code utilise la fonction énumérate que vous connaissez très bien. Donc, premièrement, je fais les histogrammes en haut, d'accord? Les histogrammes. Et après, je fais les boîtes à moustaches en bas avec une autre boucle for. Ok? Et je peux sauvegarder le tout. Donc, j'ai combien de variables? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc, j'aurai en quelque sorte une matrice 2 fois 12. 2 fois 6 plutôt. 2 lignes et 6 colonnes. Donc, au total, j'aurai 12 graphiques. Donc, j'exécute. Ça va prendre un peu de temps parce que c'est quand même beaucoup de lignes, de données pour cette data frame. Je pense plus de 30 000. Donc, voilà le résultat, tout simplement. Voilà. Là, je viens de tracer pour chaque variable numérique son histogramme et sa boîte à moustache juste en bas. Et je peux maintenant faire mon analyse. Regarder, par exemple, j'ai des variables qui ont beaucoup de valeurs aberrantes. D'accord? Par exemple, si je prends capital loss, c'est beaucoup de valeurs aberrantes. Elle est vraiment asymétrique. Et je peux prendre des décisions quant au nettoyage de ces variables-là. Donc voilà, chers amis, nous sommes à la fin de ce tutoriel, de ce cours d'initiation à Matplotlib. Et il y en aura certainement d'autres, donc restez connectés sur la chaîne YouTube. Vous avez appris au cours de ce tutoriel à créer les principaux graphiques avec Matplotlib, non seulement à les créer, mais aussi à les personnaliser. Vous avez également appris à créer des visuels beaucoup plus complexes en les organisant en un seul visuel, ce qu'on appelle les subplots dans Matplotlib. Et en fin de compte, vous avez également appris à redimensionner les visuels et à les enregistrer avec la résolution souhaitée pour une utilisation ultérieure. Par exemple, vous pouvez l'utiliser dans votre rapport Word, par exemple. Si vous sauvegardez au format PNG, comme on l'a fait pour deux graphiques là, vous pouvez le mettre dans votre rapport Word. Ok? Ça peut être intéressant. Donc, ce cours est sûrement le premier d'une longue série de cours sur la visualisation des données avec Python. Pour ceux qui sont intéressés aux graphiques interactifs, j'ai un cours sur Plotly au niveau de cette chaîne YouTube, aussi Plotly de Python. Donc, avec Plotly, vous pouvez créer et non pas des graphiques statiques comme on l'a vu aujourd'hui, mais des graphiques interactifs. D'accord? Avec Plotly. Et même, vous pouvez utiliser Plotly Dash pour créer des tableaux de bord en utilisant du code Python. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Merci de partager massivement cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes et que la communauté s'agrandisse. Abonnez-vous, dites à vos amis de vous abonner à la chaîne. On veut atteindre 10 000 abonnés avant la fin de cette année. Likez la vidéo et mettez beaucoup de commentaires. Et on se revoit la prochaine fois pour une autre vidéo sur la data science. Merci et à bientôt.